L'objet de la table ronde qui suit, où je vais accueillir Thierry Evano, Étienne Dugas, Jean-Michel Soulier, David Elfassi et Michel Triboulet. Une table ronde dédiée à la souveraineté télécom, c'est-à-dire comment on fabrique finalement cette filière. Pendant 50 ans, la doctrine routière dans le monde entier était inspirée de ce qu'on avait su faire au ministère de l'Équipement, ce qui fait que partout dans le monde, quand on voulait des bonnes routes, on construisait des routes à la française, ce qui a donné naissance à un certain nombre de très grands acteurs dans ce domaine-là. Eh bien, est-ce qu'on est capable de faire pareil sur les réseaux? On se dit qu'avec les acteurs qui sont autour de cette table, et vous tous qui êtes dans la salle, eh bien, on a envie de se dire chiche. Voilà. Thierry, Alcatel-Lucent est pilote sur ce dispositif Souveraineté Télécom au sein de 34 plans industriels. Donc c'est vous qui allez ouvrir cette table ronde. Très bien, donc chiche. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, le plan industriel Souveraineté Télécom, qui a déjà à peu près un an et demi d'existence, déjà, je dirais. Voilà. Illustré par quelques planches, effectivement. Ce plan donc, fait partie de 34 plans qui ont été lancés il y a à peu près un an et demi maintenant, de reconquête, le plan de la France industrielle, qui d'ailleurs, c'est assez intéressant, ont une connotation d'ailleurs assez numérique, quasiment la moitié, on est très numérique, donc souveraineté télécom, on retrouve des usages, augmenté, big data, cloud, etc. Donc avec une particularité à chaque fois sur ces différents plans, c'est d'être très majoritairement à chaque fois piloté par un industriel, et d'autres plans, assimilés numériques, on retrouve une part numérique, et en gros quasiment la moitié de ces plans, mais ça ne vous étonne pas, porte peu ou prou le numérique. Et donc l'un d'entre eux, Souveraineté Télécom, qui est peut-être le moins parlant d'ailleurs en termes de libellé, d'ailleurs partie de notes, la première fois qu'on s'est tous réunis, on s'est posé la question effectivement ce que pouvait signifier d'ailleurs Souveraineté Télécom. On a trouvé. Alors, sans revenir, d'abord Gabriel l'a cité, donc peut-être que tous les chiffres sont faux, puisqu'on se trompe à chaque fois sur les prédictions. Enfin, je pense que la tendance quand même qui était à voir, c'est de cette manière que côté Souveraineté Télécom, on essaie de construire ce plan, et je vais venir sur les différentes actions des acteurs. Ce qu'il faut retenir surtout, effectivement, on est dans une course à... On parlait de croissance ce matin, mais au moins une course à la croissance en termes de données, d'explosion d'usage, de débit. Est-ce que, on parlait ce matin peut-être de 20 milliards d'objets connectés, est-ce que c'est 70, est-ce que c'est peut-être finalement 100? Enfin, c'est une croissance phénoménale, effectivement, qui arrive, portée par les objets connectés, portée par les connexions mobiles, mais qui au final s'appuie d'ailleurs sur ces infrastructures fixes, qui sont une ossature importante pour ces réseaux. Et par rapport à cette situation, là, j'appuie sur le bon bouton, là. Par rapport à cette situation, effectivement, ce qu'on remarque, et c'est un peu l'un des drivers qu'on a eu, c'est que le numérique, effectivement, c'est un enjeu qui est économique et sociétal qui est majeur, et qui, entre autres, va reposer sur ces infrastructures, parce que le numérique est un mot assez peut-être vaste et vague à la fois. Et donc l'ambition, revenons un peu à la technologie, puisque c'est un peu l'essence même de ce plan, l'ambition de ce plan, rien de nouveau, je dirais, va s'appuyer sur la manière de construire, je dirais, les réseaux de demain, que ce soit au niveau de l'accès fixe et de l'accès mobile, où là, le driver, c'est ils vont être, et ils seront de plus en plus rapides, donc des problématiques au niveau R&D pour améliorer les performances accès fixe, accès mobile. Ils vont être de plus en plus intégrés avec le cloud, donc de quelle manière les fonctionnalités d'un réseau, à un moment donné, aujourd'hui très cantonnées, je dirais, dans chaque équipement, vont peut-être être réparties de manière différente, et ça peut être finalement un enjeu, ça va être un enjeu majeur à un moment donné pour les équipementiers et pour les opérateurs télécoms, puisque c'est un nouveau mode peut-être d'administration et de construction d'un réseau qui va arriver. On en a parlé aussi, c'est en même temps de regarder de quelle manière les usages seront plus proches de l'utilisateur. Donc ça peut signifier une distribution maintenant des usages au sein du réseau qui va être différente de ce qui existe aujourd'hui.
Et tout ça, je dirais, il y a un fil rouge qui arrive, qui existe déjà, mais qui sera peut-être encore plus fort, c'est de quelle manière ce réseau sera encore plus sécurisé. Parce qu'on a une explosion des données qui arrivent, et donc de transit de cette information par différents médias, sur différents terminaux, et qui va nécessairement impliquer plus de sécurité dans les réseaux. Et donc c'est à partir de là que l'ambition majeure du plan souveraineté télécom, c'est effectivement de construire pour la France ce socle et ces fondations de la future économie numérique, qui est déjà là en partie. Et donc ce socle et ces fondations, pour les réaliser, on parle, le président Larcep ce matin parlait d'autoroutes, c'était assez simple. C'est vrai qu'on aime bien faire des fois dans les télécoms le parallèle avec les routes et les autoroutes. Elles sont un peu plus compliquées, donc je dirais les BTPs des télécoms autour de cette équipe, donc qui est dirigée par Philippe Carrier, qui est directeur de la stratégie et de l'innovation d'Alcatel-Lucent, qui pilote ce plan. Donc on retrouve certains industriels, je viendrai après sur d'autres qui nous ont rejoints, parce qu'il y a un effet d'entraînement qui a apporté ce plan, donc avec Thales, Airbus Defense en Space, Bull, des startups comme eBlink ou comme Sequence, un pool, je dirais, d'opérateurs, avec certains opérateurs traditionnels, mais aussi One, l'opérateur des aéroports de Paris, avec des problématiques différentes, ou TDF d'ailleurs, qui nous a rejoints. Différents organismes de recherche. Je vais venir sur l'OVH, je les ai classés dans un premier temps, côté organisme de recherche, par rapport au projet innovant qui sera décliné tout à l'heure. Et puis, deux pôles de compétitivité en particulier, la connotation de télécom, le pôle d'image de réseau en Bretagne et systématique en Ile-de-France, qui apporte aussi toute cette compétence d'un écosystème de PME et de start-up, qui est important dans la construction de ce plan. Et évidemment, j'ai oublié les différents acteurs publics, en particulier la DGE, je dirais avec la Direction Générale de l'Entreprise, il y a un copilotage qui se fait. Et on parlait de sécurité, l'ANSSI d'ailleurs, qui a rejoint à un moment donné le plan souveraineté télécom, sachant que l'ANSSI, l'un des rares acteurs finalement publics dans tous ces plans, qui pilote directement un plan qui est le plan cybersécurité, ça paraissait, je dirais, quasiment naturel. Et donc, par rapport à cette différente équipe, cette équipe qui s'est constituée, de façon à atteindre cette ambition de construire ce socle et ces fondations du numérique en France, on a regardé quels étaient les objectifs que nous pouvions décliner. En fait, on en a décliné deux majeurs, qui sont un peu la traduction de souveraineté télécom. Le premier, c'est justement maîtriser et développer tout cet écosystème télécom qui permet de maîtriser les infrastructures en tant que telles. On a besoin d'une force d'innovation technologique. Par exemple, chez Alcatel-Lucent, sur le site de nos en région parisienne, 2 fois par an, on bat un record du monde de transmission optique. Donc ça change la donne quasiment d'un point de vue technologie tous les jours. Donc il faut être à la pointe de l'innovation pour pouvoir maîtriser cet écosystème et maîtriser ces infrastructures qui évoluent. Et le deuxième majeur, c'est avec la globalisation de l'échange de données et la numérisation de quasi-totalité des usages, il va falloir sécuriser aussi les infrastructures. Je ne vais pas revenir sur le numérique en France, mais les chiffres ont déjà été cités, donc il y a un réel enjeu pour maîtriser ces infras de façon à accompagner cette croissance qu'amène le numérique. Et donc, on a pris quelques sujets pour concrétiser en fait, ces infrastructures. Un majeur qui est la 5G, on n'a pas fini de déployer la 4G, on pense déjà à la 5G, mais il le faut. Les premiers pré-déploiements commerciaux sont déjà envisagés en 2020, c'est demain 2020. Donc une force de frappe autour de la 5G
Une force de frappe aussi avec des projets de démonstrateurs et de R&D autour des nouvelles architectures de réseaux qui vont arriver, en particulier ce qu'on appelle la virtualisation des réseaux. Donc regardez de quelle manière les réseaux vont maintenant être constitués et peuvent peut-être bouleverser effectivement les côtés équipementiers, les côtés opérateurs, la manière de mettre en place ces réseaux. Évidemment de sécuriser les données et les infrastructures intrinsèquement au niveau des équipements. Et un point majeur aussi, on est en train de préparer le futur, mais préparons déjà aujourd'hui et demain, de former aux nouveaux et aux futurs métiers du numérique. C'est de cette manière qu'on a d'ailleurs accueilli Novea dans le groupement, pour déjà répondre à la première partie qui est la formation au côté FTTH, mais toutes les innovations de demain vont nécessiter d'anticiper la formation académique, la formation professionnelle. Et donc on retrouve le plan décliné autour de 4 thèmes majeurs, hein, autour du THD fixe, du THD mobile, des infrastructures qui sont sécurisées et virtualisées, un point très spécifique des radiocommunications dites sécurisées qu'on appelle la PMR, où le LTE en partie va amener de nouvelles fonctionnalités. Et puis on a un thème transverse qui est de regarder de quelle manière start-up et PME peuvent être accompagnés dans ces évolutions, ces révolutions et ces innovations autour du plan souveraineté télécom. Et pour terminer, ce panorama de ce qu'est le plan souveraineté télécom, donc c'est un plan qui vit. Hein, aujourd'hui, il y a 17 actions concrètes, il y a des projets de R&D, des projets de recherche, des différents livres blancs qu'on va bientôt sortir fin mars, et des acteurs qui sont arrivés au fur et à mesure, en particulier aussi bien, donc en particulier Région Basse-Normandie, on l'a dit ce matin, qui s'est je dirais, porté candidat à un moment donné pour intégrer le plan souveraineté télécom, la région Bretagne au travers d'Images et Réseaux, la région PACA c'est un peu différent, c'est au travers de Com4Innov qui est une plateforme LTE et qui est prête à accompagner le plan en termes aussi d'innovation et d'expérimentation. Et nous avons aussi accueilli Ericsson récemment pour avoir non seulement une ambition qui soit française, mais surtout aussi européenne et internationale. Parce que derrière ce plan souveraineté télécom aussi, il y a tout l'enjeu de la normalisation et des standards d'aujourd'hui et de demain qui vont arriver. Donc voilà en quelques mots ce qu'est le plan souveraineté télécom. Et je pense, comme l'a dit le président de l'ARCEP ce matin, on voit bien que les acteurs publics ont un rôle à jouer dans les réseaux. Merci beaucoup Thierry. Étienne Dugas, en tant que président de la FIRIP, cette démarche souveraineté télécom, je pense que vous y êtes sensible, elle est structurante. Comment vous la regardez, vous, sur ce marché des RIP, qui est un marché par définition public-privé? Bonjour à tous, merci Monsieur le Président de nous accueillir, merci Monsieur le conseiller régional. Et je salue également Madame la conseillère régionale de Haute-Normandie, puisque maintenant que les deux régions ne font plus qu'une, je me permets de la saluer également. Alors pour répondre, Sébastien, à votre question, plusieurs choses. La première, et vous m'avez tendu une perche que je vais m'empresser de saisir, sur les réseaux d'initiative publique et privée. Un premier sujet que j'ai pu évoquer le 10 février dernier en présence de la secrétaire d'État Axel Lemaire au numérique et Éric Denoyer, donc directeur général du nouveau groupe SFR Numéricable, c'est ce qu'il se passe entre SFR et ses sous-traitants. On va dire que je suis loin du sujet, mais non, je suis dans le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui SFR qui mène une politique vis-à-vis de l'ensemble des industriels qui sont membres de la FIRIP pour la plupart, où grosso modo, il est demandé 30% de rabais. Il ne faudrait pas que tous les emplois que nous créons dans le cadre du plan France Très Haut Débit soient finalement des transfuges de ceux que nous perdons dans la filière et plus précisément chez SFR Numéricable. Alors ça m'amène à un second sujet. Donc la FIRIP était présente lors de ce déjeuner pour parler du cahier des charges de la mission. Et la configuration de ce déjeuner était COCOF élargi. Je ne reviens pas sur ce qu'est la COCOF élargi et la FNCCR et la FIRIP. Et je renouvelle ici notre demande à nos FIRIP de faire partie de la COCOF. Ça nous semble totalement indispensable. Et j'espère que Gabriel pourra relayer ce message auprès
des plus hautes instances de l'État, puisque ça dépend du Premier ministre. Nous avons écrit déjà à plusieurs reprises au Premier ministre sur ce sujet-là. Il est capital que nous, FIRIP, soyons présents, puisque c'est quand même une instance qui décide, en partenariat avec la Caisse naturellement, puisque c'est la Caisse qui instruit les dossiers. La COCOF a quand même visionné tous les dossiers du FSN. Il n'est pas normal que la FIRIP ne soit pas présente dans cette institution quand la FFT, représentée par les deux OCEN, y est présente. Autre sujet qui nous tient à cœur à l'heure actuelle, c'est l'agence. On en a peu parlé ce matin. L'agence, donc, qui aujourd'hui est rattachée directement à la DGE, donc ça fait partie des services de Bercy. Et quand on a appris ça lors du dernier Graco plénier, un certain nombre d'entre nous s'étaient inquiétés sur la reprise en main par l'État du plan France Très Haut Débit. Donc il s'agit aujourd'hui de nommer le directeur de l'agence. Vous savez qu'il y a eu une consultation, elle a été close de mémoire le 4 mars, et aujourd'hui il s'agit de faire un choix. Et nous, FIRIP, militons pour que ce directeur de l'agence soit contre-pouvoir, c'est le terme que j'allais employer, peut-être un peu fort, mais par rapport à Bercy, que le directeur de l'agence ait la capacité à résister, entre guillemets, aux inspecteurs des finances de Bercy qui n'ont de cesse que de réduire les subsides du plan. Alors ce plan qui, malgré tout, fonctionne remarquablement bien, j'y reviendrai. Il y a un sujet également qui nous inquiète, et c'était l'objet du déjeuner du 10 février dernier, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges de la mission, donc il y a eu une consultation qui avait eu le mérite d'exister, elle était très courte, mais elle a eu le mérite d'exister, et puis là, plus rien. On n'entend plus parler. Alors, je ne sais pas où est Bertrand, je n'en vois pas, il est parti. Donc Bertrand, où en es-tu avec ton cahier des charges? On a fait un certain nombre de commentaires. Ce qui nous a surpris au premier chef, c'est qu'on veuille nous expliquer comment construire des réseaux. Sans forfanterie aucune, l'ensemble des membres de la FIRIP construisent des réseaux depuis plus de 50 ans. J'en vois un imminent en face de moi. Au premier chef pour Orange, Poste et Télécommunications à l'époque. Au deuxième chef, ce qu'on appelle les RIP 1G pour numéricable aujourd'hui, mais l'ensemble des réseaux câblés. Et à ce que je sache, ces réseaux fonctionnent. Ils les utilisent tous. On a répondu à un certain nombre de normes, donc nous savons construire des réseaux. Donc pourquoi vouloir ajouter des réglementations, des référentiels techniques et une fois n'est pas coutume, je vais citer Bruno Genet, ne pas alourdir la réglementation. Et je partage 100% ce point de vue. Pourquoi aller alourdir une réglementation qui est déjà très très riche? Alors je comprends bien, l'idée de départ était noble, était de dire il faut absolument que l'on protège ce marché, c'était ça l'idée de départ, et il faut que l'on s'assure que l'on construise des réseaux pour les 50 prochaines années. Alors encore, le réseau cuivre que nous avons tous collectivement construit ces 70 dernières années, ce que je sache, il fonctionne, et il fonctionne encore très bien, malheureusement pour nous. Donc, j'ai du mal à saisir l'approche de la mission sur ce sujet-là. Et à ce stade, pas de retour. Donc peut-être que nous sommes en partie entendus. S'il n'y a pas de retour, c'est que peut-être que ce dossier du référentiel technique, alors enterré, je ne rêve pas, mais est peut-être en cours de simplification. Et j'avais employé à Brest une formule, il ne faudrait pas que ça devienne un choc de complexification, le cahier des charges de la mission France Très Haut Débit. Sur la commercialisation, alors vous en avez parlé, Jean-Michel et David, ce matin, je ne vais pas m'étendre, je vais juste appuyer ce que tu disais, Jean-Michel, qui me semble frapper au point du bon sens, et que le président Ogier relayait également ce matin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces réseaux ont été bien construits, à pas cher, entre guillemets, mais de qualité, et par ailleurs, il y a quand même un certain nombre d'externalités positives. Pourquoi est-ce que la tarification doit-elle être unique sur l'ensemble du territoire? Effectivement, je ne vois pas de raison.
Sujet que Gabriel a évoqué tout à l'heure, qui est également un sujet important, qui est l'articulation des RIP 1G, 2G. Alors RIP 1G, 2G, pour l'instant, on n'a pas eu mal, si je puis m'exprimer ainsi, puisque tous les titulaires de RIP 2G étaient titulaires du RIP 1G. Donc il n'y a pour l'instant pas eu de souci. Néanmoins, le jour où ça se passera, ça sera un vrai problème. Pourquoi? Parce que le RIP 1G sera contractuellement en position d'appliquer son contrat et donc de demander des compensations à la collectivité locale pour bouleversement économique, puisque c'est le terme consacré dans le cadre de la loi MOP. Il y a un autre sujet que nous évoquions avec Karen Chenanec hier soir à table, et que Gabriel a évoqué également, qui est la transposition de la directive concession, alors, qui est un sujet prégnant et dangereux pour l'ensemble de l'édifice, puisque si on la transpose telle qu'elle est, du coup, le secteur des télécoms s'en trouve exclu. Donc, il n'a plus le droit de faire et c'est pas de la concession, c'est de la DSP au sens large. Donc, ce serait quand même très très dramatique pour l'ensemble du plan. Donc, ça, collectivement, c'est une mission que l'on doit mener. Alors, elle est complexe parce qu'il faut la mener à Bruxelles avant tout. À ce propos, nous avons créé une association d'associations au niveau européen qui a pour objectif justement de militer à Bruxelles, qui s'appelle donc ELFA, European Local Fiber Alliance, qui est donc un ensemble d'associations équivalentes, FIRIP entre guillemets. La FNCCR en fait partie, la VITIA en fera partie demain, et elle représente aujourd'hui 8 pays européens. Il y a 2 Allemands, un Anglais, un Espagnol, un Finlandais, j'en oublie, un Danois. Et donc l'objectif est bien de porter le discours de l'Open Access Networks à Bruxelles. Et ce sujet-là peut être un des tout premiers menés, même s'il reste franco-français. Pour conclure, malgré tout ce que je viens de vous dire, nous sommes à FIRIP intimement convaincus que ce plan France Très Haut Débit est un véritable succès. La fusée a décollé, on ne la battra plus. C'est près de ce que je viens de vous dire. Je suis convaincu qu'on ne peut plus la battre. C'est quand même le seul grand projet d'infrastructure de notre pays aujourd'hui et créateur d'emplois. Merci beaucoup Étienne. L'emploi, on y reviendra juste après sur la table ronde suivante. Jean-Michel Soulier, sur cette question de la souveraineté télécom et votre vision, vous disiez ce plan très haut débit, s'il est réussi, il aura un impact très positif sur notre pays, sur son économie et sur la souveraineté numérique de la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je pense que David a un regard aussi sur cette question-là. C'est sûr, je ne suis certainement pas le seul à dire ça d'ailleurs. C'est enfoncer une porte ouverte. Mais en tout cas, moi j'ai la chance de travailler chez Covage, qui est un opérateur dans lequel il y a un actionnaire qui est opérateur de RIP en dehors de la France et qui a une bonne expérience de ce qui se passe en dehors de la France. J'ai moi-même d'ailleurs monté un RIP en Espagne, en Catalogne, qu'on a ensuite recédé. Donc, ce qui est frappant, c'est que il y a des initiatives dans le reste de l'Europe, notamment. La preuve, c'est que la France est en retard en termes purement statistiques. Mais ce qu'on voit, c'est que dans tous les autres pays, le cas à peu près général, c'est le fait que les zones denses sont l'objet d'une concurrence importante entre le réseau historique VDSL ou éventuellement un peu de FTTH et puis le réseau câble. Et puis en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose, où il y a des petites initiatives locales ou dans certains pays un peu plus importantes, mais pas nécessairement très structurées. Donc ce qu'on voit en France, c'est quand même le fait qu'on a un plan qui est totalement global et qui inclut donc toutes les zones moins denses, les zones rurales qui ne sont pas couvertes par les opérateurs privés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la rachat de SFR par Numéricable a mis la France exactement dans le cas de figure de la plupart des autres pays européens voire mondiaux, c'est-à-dire les zones denses avec 2 réseaux qui s'affrontent, un historique téléphonique et un câble, et puis le reste, il faut faire quelque chose. Donc notre plan, il est pas mal puisqu'il couvre l'ensemble de ces choses-là. Par contre, il y a quand même une chose qu'on peut lui reprocher, enfin, c'est pas tellement au plan qu'il faut reprocher les choses, c'est plutôt à la mentalité française. Parce qu'on a un petit côté, je dirais,
on est un peu trop cartésien, un peu trop intelligent, et pour dire parfois un peu dogmatique. Donc on adore regarder les règles légales, les règles européennes, les règles de la concurrence, et s'appliquer au plus près de ces règles, parfois un peu au détriment du terrain. Or la vérité, c'est que c'est le terrain qui prime, c'est la concurrence qui prime, c'est la compétitivité qui prime, comme l'a rappelé le président de l'ARCEP, c'est les collectivités qui avancent avec des projets, et c'est ça qui fait avancer les choses. Donc nous, on se pose plein de questions que, curieusement, j'ai jamais vues à l'étranger. Je prends un exemple, le co-investissement. Alors on dit, il faut qu'il y ait du co-investissement, c'est la loi, c'est l'obligation, c'est la règle, sinon ça ne peut pas marcher. Maintenant, moi, j'ai jamais, quand je parle du principe de co-investissement, alors peut-être vous avez une meilleure expérience que moi, Gabriel, mais en tout cas, moi, quand j'en parle à l'étranger, les gens, ils me regardent avec des yeux ronds. Il leur faut à peu près une après-midi pour comprendre. Ce qui est pas mal, puisque nous, il nous a fallu plusieurs années. Mais, donc, voilà, pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est la norme absolue? Est-ce qu'il faut le faire parce qu'il faut répondre à la demande, ou est-ce que c'est nécessaire et que c'est au cœur du dispositif? Ça, c'est à réfléchir. Pareil, aujourd'hui, on dit il ne faut pas de réseau de collecte dans les RIB, parce que c'est très mal, c'est pas beau, c'est arrivé récemment. Bon, bah, les autres, dans les autres pays, quand ils ont besoin de faire de la collecte, ils font de la collecte, c'est tout. Un autre sujet qui est assez intéressant, c'est que justement dans les initiatives, un peu dans les zones rurales, en dehors de... enfin dans les autres pays qui font du FTTH, quand il y a un FAI qui propose des services sur un réseau neutre, ils sont très contents, mais s'il n'y a pas de FAI, bah, ils créent leur propre FAI, et puis voilà. Et puis ça fait une offre. Ensuite, ils espèrent que les grands FAI nationaux suivront. Donc en France, on a ce schéma où les réseaux sont purement au niveau infrastructure. Et nous, en tant que Covage, c'est clair qu'on ne veut pas sortir du niveau infrastructure, mais si un jour il fallait vraiment, parce qu'il n'y avait pas de FAI, je crois qu'il ne faudrait pas se dire bah non, c'est impossible, c'est la table de la loi, on n'y a pas de toucher. Il faut savoir être pragmatique. Donc ça, c'est, moi je le dirais, la France est très avancée en matière de notre plan national. Il est complet, donc forcément il met un peu de temps à se déployer. Néanmoins, il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas dire qu'il y a des règles absolues, que la règle prime la réalité. Alors, juste notre expérience concrète, on vient de signer avec le syndicat mixte de la Seine-et-Marne numérique un projet qui va couvrir plus de 300 000 prises dans les 7 à 10 ans qui viennent. Un projet, je pense, qui est la bonne taille critique d'ailleurs, hein, pour attirer les opérateurs et faire un volume critique. C'est un projet intéressant parce que justement toutes les caractéristiques un peu de pragmatisme que je décrivais sont présentes. Il est à la fois sur le mode concessif où le réseau est cofinancé par le privé public, et il mixe avec cela de l'affermage où le réseau est construit par la collectivité et affermé à l'opérateur. Il y a toutes les offres évidemment qui sont nécessaires pour les opérateurs, c'est-à-dire l'offre de co-investissement, mais on a aussi mis au catalogue l'offre correspondant aux besoins spécifiques de numéricable pour être compatible avec les réseaux câblés. Et on a évidemment une offre de bitstream pour que les opérateurs de proximité puissent fournir le service. Le réseau, lui, n'a pas de réseau le réseau FTTH n'a pas de réseau de collecte, enfin la DSP FTTH n'a pas de réseau de collecte, mais il y a le réseau existant de la DSP de première génération, donc, qui permet de fournir la collecte de l'offre bitstream ou de des offres passives. C'est donc une bonne intégration finalement 1G et 2G. Donc voilà, on a toutes ces caractéristiques qui font qu'il y a des règles très précises, mais il faut savoir être pragmatique pour répondre aux caractéristiques du terrain. Tout ça, ça fait un projet dans lequel l'investisseur privé doit investir 60 millions d'euros. C'est totalement souscrit par nos investisseurs. Ça veut dire que quand il y a un projet, je dirais, d'une certaine taille, un projet bien structuré, il y a des investisseurs privés qui viennent. Et je dirais même plus,
c'est probablement le plancher minimal pour faire venir des investisseurs privés. On dit souvent, c'est vrai que les investisseurs étrangers sont un petit peu dubitatifs sur la France. Bon, à nous de les rendre un peu plus intéressés, avec des règles précises, peut-être en leur faisant un peu moins peur avec des concepts très cartésiens qu'on aime beaucoup, mais qu'eux, ils ont parfois du mal à comprendre. Mais c'est pas surprenant. Et bon, on en parlait, comme Étienne avec le ministre Axel Lemaire, qui souhaite vraiment faire venir des investisseurs étrangers. Donc, mettons le bon terreau pour faire venir ces investisseurs. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de montants financiers qui sont prêts à s'investir dans un pays comme la France, qui sait ce que c'est que l'infrastructure, qui sait ce que c'est qu'une concession, et où il y a une forte appétence sur le numérique. Merci beaucoup Jean-Michel. Concernant la question de la souveraineté, justement, aujourd'hui, les opérateurs que vous êtes, et qui sont dans la salle, vous êtes aux manettes sur des infrastructures où transitent une quantité extrêmement importante d'informations. Aujourd'hui, demain, ça va être fois 100, fois 1000, fois 1 milliard. Vous avez une responsabilité aussi afférente à ça. Quand on parle de souveraineté télécom, on parle aussi de cet aspect-là, c'est-à-dire à qui sont les données, qui gèrent finalement ces flux. Est-ce qu'on est sur ce syndrome d'autoroute française sur lesquelles roulent des grosses voitures américaines, comme on disait il y a un an? Voilà, c'est cette question de la responsabilité et de la souveraineté qu'on vous donne des lignes. Alors je me suis un peu gratté les cheveux ou la tête, comme on dit, au moment de réfléchir avant une intervention sur la souveraineté télécom. On a vu tout à l'heure la présentation de Thierry, donc j'ai essayé de la résumer avec mes mots. Excusez-moi si je n'ai pas tout compris, mais je pense que je dois être à peu près dans le sujet. C'est en fait comment adapter notre pays au tout numérique, qui est la vague de demain, et ceci évidemment avec toute la qualité qui va avec, toute la maîtrise et évidemment toute la sécurité afférente. C'est également commencer à créer des champions du numérique sur nos territoires. On n'a encore pas eu la chance d'avoir... Il y a quand même eu de belles réussites, type Pass Minister ou autre, mais on n'a pas vu de géants du net naître chez nous. Puis j'ajoute quand même un point qu'on ne voit pas, mais qui est également que ce tout numérique puisse aller dans les villes, soit, mais également dans la ruralité, parce que ce qui fait quand même la particularité de notre beau pays, c'est quand même nos zones rurales, et les oublier dans ce grand débat. Alors je ne suis pas dans un débat économique ou quoi que ce soit, mais les zones rurales, c'est aussi l'identité de la France, donc il ne faut pas l'oublier. Et derrière, on voit évidemment le modèle se poser selon les 3 couches qu'a présenté Gabriel Gauthier tout à l'heure. Et je me suis dit, voilà, nous, on a notre business plan aujourd'hui qui est en route. En 2020, on aura peu ou prou 1,5 million de prises à exploiter. Donc on en a 200 000 aujourd'hui qui sont contractées, et puis ça va continuer crescendo. Et c'est là que je me suis dit, mais nous sommes investis d'une énorme responsabilité, c'est-à-dire que par le passé, quand on faisait une DSP de dégroupage, très bien, on faisait du dégroupage au-dessus du cuivre de France Télécom, etc., mais on n'était pas responsable de tout. Aujourd'hui, quand même, les réseaux d'initiative publique sont, et on l'espère, dans une situation de quasi-monopole, dans le sens où il y aura une seule infrastructure fibre de demain. Et à partir du moment où on l'exploite, ça nous confère une énorme responsabilité. Donc voilà un point très très important de vigilance que l'on a, et il faut qu'on ait la souveraineté totale de notre réseau. Alors pour faire ces réseaux, évidemment, il faut commencer par avoir la première couche, les construire. Il faut avoir des investisseurs pour investir dans ces réseaux. Alors selon la forme des marchés publics, qu'on soit en DSP concessif, d'affermage, ou en régie d'ailleurs, comme on vient d'en signer 2 avec les départements du Doubs et de l'Eure, il faut attirer ces investisseurs. Alors aujourd'hui, quand on voit des investisseurs, quand on va les voir pour de la fibre et qu'ils nous parlent de Greenfield, ça me fait un peu bondir, j'ai envie de dire. Comment peut-on appeler entre guillemets le numérique du Greenfield? Comment peut-on appeler encore du Greenfield une technologie qui pénètre un pays à 23%, comme un pays comme la France, etc. Voilà, il va falloir commencer à pousser au niveau des investisseurs et qu'ils comprennent que c'est un investissement. Alors, ça dépend, entre investir dans les startups de demain et investir dans l'infrastructure, c'est pas le même type d'investisseur qu'on va chercher. Mais en tout cas, pour les investisseurs de long terme, aujourd'hui, la fibre est vraiment un bon investissement à coup sûr. D'ailleurs, il faut aussi
Je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas notre métier spécifiquement, mais il va falloir aussi construire les très hauts débits mobiles de demain, parce qu'aujourd'hui, dans notre mode de fonctionnement quotidien, le fixe est complètement adossé au mobile. Pour construire ces réseaux, il nous faut aussi un cadre clair. Alors je vais réenfoncer des clous que vous avez commencé à poser, mes chers confrères de la FIRIP. Il ne faut pas effectivement qu'on ait trop de normes. On parle d'un millefeuille administratif, mais on est en train de nous faire un millefeuille technique pour construire les réseaux, et ça pose un certain nombre de problèmes. Nous sommes par ailleurs, en ce moment, on est comme d'autres en discussion pour signer une convention ORDF, pour se poser sur les appuis aériens pour pouvoir déployer de la fibre. C'est très très long à sortir pour des petits détails. Il faut effectivement penser à construire les réseaux de demain. Alors effectivement, on a dit qu'on pouvait construire des réseaux à moins cher, mais construire des réseaux à moins cher, c'est pas construire des réseaux au rabais, c'est vraiment avoir des réseaux prêts à accueillir les services de demain. Et Sébastien Soreno disait, on ne sait pas de quoi sera fait notre avenir numérique, quelles seront les nouvelles inventions qui vont arriver sur les réseaux. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter quand même à avoir des réseaux suffisamment dimensionnés. Et j'en reviens au sujet que tu citais, Étienne, tout à l'heure, la collecte. Alors aujourd'hui, on est en train de nous dire il va falloir faire des réseaux où on prévoit d'avoir des nœuds de raccordement optique qui sont collectés pour 3 opérateurs et peut-être qu'avec seulement 3 fibres. Alors pour revenir à l'exemple qui a été donné ce matin, on nous dit tiens, on construit du PRM et derrière un PRM on devra laisser 12 fibres à France Télécom, et on est en train de nous expliquer que pour la collecte des NRO optiques, il faudra qu'on se limite à 3 fibres ou peut-être 6, donc ça nous fait également un petit peu bondir. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on étudie de très près ces histoires de collecte, parce qu'aujourd'hui, sans même reparler de réutiliser les infrastructures des réseaux de première génération, la collecte qu'on nous promet m'inquiète vraiment sur le très long terme. Pour construire ces réseaux, il nous faut également aussi de la formation. Alors nous, on était un opérateur radio au départ, hein. Il a fallu qu'on se forme aussi pour migrer et passer également à la fibre, sans oublier la radio pour autant. On est ravis d'intégrer la SEM Innovance, qui s'investit énormément justement dans la formation des métiers de la fibre optique, parce qu'on a besoin de toutes ces compétences. Il nous faut également une vraie filière, et en tant que cofondateur, et merci Étienne de m'avoir sollicité, j'ai découvert au sein de la FIRIP des tas de métiers, des métiers passionnants. J'ai vu des entreprises passionnées, des entreprises qui investissent pour le très haut débit et qui attendent justement que les normes se stabilisent pour y voir clair au-delà du marché. Ils voient bien qu'il y a un marché qui se lance, mais ils aimeraient bien pouvoir se poser un petit peu. Mais en tout cas, on voit au sein de la FIRIP qu'il y a vraiment un écosystème prêt à nous aider justement à mieux gérer cette souveraineté télécom et sur les territoires des RIP. Voilà, ensuite on en arrive à la deuxième couche. Nous parlait Gabriel Gauthier, qui est de vendre ces fameux réseaux au FAI. Et aujourd'hui, je l'ai indiqué ce matin, hein, on voit bien que les grands opérateurs aujourd'hui ne sont pas tout à fait sûrs à quel rythme ils veulent arriver sur les RIP, selon quelles conditions. Est-ce que la loi Macron va changer quelque chose sur l'amendement de la loi Macron et tout. On verra bien. Nous, en attendant, comme je l'ai indiqué, nous on a décidé de se prendre en main, de créer notre propre FAI au sein de notre structure, mais de travailler également, et je les salue d'être ici, j'ai vu l'opérateur Canet avec d'autres opérateurs, soit de plus petite taille, mais qui aujourd'hui, comme je l'ai dit ce matin, ont des taux de pénétration sur les zones RIP supérieurs à des opérateurs tels que Bouygues Télécom, qui n'ont vraiment pas à rougir. Et je me pose également des questions sur la tarification. Là, c'est purement prospectif, hein, mais souveraineté subsiste un petit peu. C'est toutes ces histoires de neutralité du net, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut quand même vendre nos accès avec une valeur qui ne se détériore pas trop, il faut s'imaginer que demain, il va y avoir probablement de la création de valeur, mais également un transfert de valeur vers le tout numérique. Et aujourd'hui, moi, ça me dérange un peu quand même que quelqu'un passe par mes tuyaux, fasse énormément d'argent dedans et ne contribue pas quelque part à l'effort de guerre. Donc vraiment, les aspects sur la neutralité du net sont des aspects qu'il faut regarder de près, et que, comme on a une commission sur une carte bleue quand on fait un achat, qu'il puisse y en avoir de ce type-là. Ça, c'est qu'une idée. Voilà, et une fois qu'on aura bien bâti ces deux couches, eh bien, on pourra enfin avoir des réseaux fixes et mobiles qui permettront la troisième couche, c'est-à-dire aux startups de demain, de s'épanouir sur un réseau fiable, de qualité, maîtrisé. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup David.
parle aussi de prospective ici, comme on l'a vu avec vos interventions. Et la prospective, c'est aussi cette question de la pérennité de ces réseaux, comment on les fait vivre dans le temps. On a souligné qu'effectivement, contrairement aux routes, c'était pas, on était sur une sorte d'actif instable dans le sens où il est évolutif. Donc Michel Triboulet, Cercle Credo, je vais vous demander, vous avez fait une étude vous sur la pérennité de ces infrastructures. Je vais vous passer les slides, pas la peine de vous embêter. Hein, vous avez vos notes qu'on suit, il n'y a pas de problème. Donc on a 7 minutes pour rentrer dans cette question, les bonnes questions à se poser pour la pérennité de ces réseaux. Bon après-midi à toutes et à tous. Donc on démarre tout de suite. Je passe pas de temps à... Tu peux passer je n'ai pas besoin de présenter le credo, je pense que tout le monde ici connaît le credo, en particulier à travers l'édition de guide de recommandation que j'ai mis, c'est pas le dernier, mais c'est celui qui concerne les réseaux FTTH. À noter que fin 2014, on a ouvert un chantier sur la pérennité du réseau et on a pris comme cible les 50 années à venir. Et donc ça, c'est une enquête qui a été conduite auprès de nos membres et qui a conduit à créer l'Observatoire des bonnes pratiques. Et on a réalisé un constat qu'on a illustré sur 5 thèmes ici. Le maintien des performances des réseaux, la capacité de ces réseaux à supporter les évolutions, même si c'est la boule de cristal, toujours un peu délicate. Il faut bien essayer. Et puis le troisième thème, c'est l'optimisation des coûts, évidemment, la qualification des personnels des entreprises et la prise en compte du développement durable, dont on n'a pas encore vraiment parlé ce matin. C'est vrai. Donc je démarre sur un schéma que vous connaissez sans doute, qui est tiré de la mission France Très Haut Débit, qui est basé sur la terminologie donc qui fait premièrement entre le NRO et le SRO le transport optique et ensuite la distribution optique du SRO au PBO, même si le réseau ne s'arrête pas là bien sûr, et comme vous le savez sans doute, le SRO a vocation pour devenir un point de mutualisation. Donc pour les aménageurs, en fait, la pérennité concerne à la fois des aspects techniques, des aspects économiques et bien sûr des aspects commerciaux. Et en fait, ce qu'on a regardé avec nos différents membres, c'est comment cette pérennité pouvait se décliner en fonction des principales phases de vie des infrastructures, donc la conception, la fabrication des composants, s'entend, mise en œuvre, c'est-à-dire déploiement, et exploitation. Donc on ne peut pas effacer un de ces éléments. Bien sûr, autour de cette pérennité, il y a différents paramètres. Il y a des paramètres internes, donc assez faciles à comprendre, techniques et conditions de mise en œuvre, mais aussi des paramètres externes, encore une fois, techniques, économiques et réglementaires. Donc vous pouvez les trouver ici. Et en fait, je vais développer les 5 thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour plus de détails, vous retrouvez ce document qui est dans les pochettes qui ont été distribuées ou qui sont à l'entrée ici. Donc n'hésitez pas à regarder ça plus en détail. Donc je vais commencer par le premier thème, garantir le maintien des performances. Donc il y a un certain nombre de solutions qui sont préconisées par le credo. Imposer la conformité des offres aux référentiels techniques existants. Il y en a plusieurs, hein, donc vous avez tout votre choix. Un point important, c'est opérer des contrôles à tous les stades de la construction, c'est-à-dire pendant les travaux autant qu'à la fin des travaux, et renforcer les clauses de garantie dans les marchés publics. Bien évidemment, sous-entendu à ce que je dis là, il y a beaucoup d'éléments liés au marché public. Le deuxième thème, c'est anticiper le risque d'obsolescence des installations, donc la boule de cristal de tout à l'heure. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'on peut vérifier sur les réseaux FTTH leur capacité à supporter des évolutions technologiques, WDM-PON, etc., l'évolution des besoins sur des débits plus élevés en voie descendante et en voie montante. Troisième thème, optimiser les coûts.
qui n'est pas toujours traité, mais tout à fait important. Et donc, on fait un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles j'ai sélectionné ces deux-là. Se focaliser sur le coût du cycle de vie, c'est-à-dire faire réellement le couplage, la combinaison entre les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. C'est pas toujours facile, puisque le type de passation des marchés n'est pas toujours le même, mais c'est important. Et enfin, dans la mesure où les marchés sont séparés, marché de travaux et marché d'affermage, essayer d'associer le futur exploitant au lancement des marchés de travaux. Il faut y penser, c'est possible, et ça permet d'éviter les petits soucis ensuite. Cinquième thème, je crois que je suis au cinquième, ou bon, non, presque. Quatrième, qualification des personnels. Vous allez parler ensuite de la formation, mais qualification des personnels et des entreprises. Nous pensons qu'il faut s'assurer que tous les intervenants de la filière, on se focalise beaucoup sur les gens du raccordement, mais pas nécessairement beaucoup sur les gens de la conception. Ils sont moins nombreux, effectivement, mais ils interviennent au début du processus, donc ça peut jouer. Sélectionner les candidats, là encore on retombe sur les notions de marché, les candidats et leurs sous-traitants, et sans doute les sous-traitants des sous-traitants des sous-traitants, en fonction des qualifications des personnels concernés. Ça c'est important, et c'est généralement pas écrit dans les marchés tel qu'on l'a vu nous dans ce qu'on a regardé. Et enfin, sensibiliser et former les acteurs de la commande publique, c'est à la fois les élus et les services. Et pas uniquement les services des départements, mais aussi les services des Comcom, puisqu'ils sont impliqués dans le processus. Dernier point, c'est le développement durable. C'est un peu la bouteille à l'encre, mais ne pas l'oublier. Nous suggérons au Credo d'imposer aux candidats dans les marchés publics qu'ils soient donc obligés de fournir un bilan carbone. Il ne suffit pas de le fournir, il faut que le résultat soit utilisé pour sélectionner et classer les employés. Donc voilà les 5 thèmes, et à partir de... On croise à la fois la question de la pérennité, la question en fait de la durabilité externe de ce réseau-là. Parce que quelque part, quand on entendait tout à l'heure, que ce soit Thierry, que ce soit Étienne, David ou Jean-Michel, effectivement, évoquer les enjeux de complexification, là, est-ce que toutes ces contraintes, est-ce que ça peut être perçu comme des contraintes? Parce que là, voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais quelque part, vous faites des recommandations aux donneurs d'ordre public pour dire intégrer un certain nombre de contraintes pour que vos réseaux soient pérennes et durables. Donc aujourd'hui, ces contraintes-là, est-ce qu'elles ne sont pas un peu lourdes ou supplémentaires pour les opérateurs d'infrastructure? Oui, clairement, les gens à qui on a parlé de ça, les donneurs d'ordre, les gens qui répondent à ces cahiers des charges qui imposeraient ce genre de choses disent « Oh, on sait, c'est casse-pied, ça nous prend du temps, etc. » Mais je pense que c'est quand même indispensable. Ça peut contribuer à structurer le métier, à faire en sorte de dégager des standards Oui, des standards. Alors, il faut voir que derrière le développement de qualité, voilà. Développement durable, la première chose à laquelle on pense, c'est effectivement, je réutilise des fourreaux existants, et sans doute pas uniquement ceux d'Orange, mais il y en a d'autres. Donc ça c'est bien, ça évite de balader des machines sur le terrain qui ne sont pas très bonnes au niveau du développement durable. Encore faut-il que l'économique suive, c'est-à-dire que les coûts de location des fourreaux ne soient pas en train de percuter il faut que ce soit gagnant-gagnant, il faut que ce soit économique effectivement pour l'opérateur d'infrastructure et en même temps souhaitable effectivement en termes de développement durable. Voilà, donc il y a des limites à tout cela, mais si au niveau du reste, c'est-à-dire pas de la construction, dès qu'on a une exploitation qui implique de la promenade de camions sur le terrain, sur l'ensemble du territoire, là c'est quand même très impliquant au niveau du développement durable, et donc, oui, déjà une question. Mais j'ai presque fini. On va laisser terminer Michel, puis après on n'obérera pas le temps de parole des suivants parce qu'on a un petit quart d'heure de retard. Bon, donc au niveau du Credo, il y a quelques actions en cours et à venir sur ce thème de la pérennité, bien sûr le reste continue. Donc, bon, comme vous le savez sans doute, on accompagne la mission France Très Haut Débit au même titre que nos petits camarades de la FIRIC, de l'AMICA, d'Objectif Fibre, le comité expert Fibre, etc., pour élaborer le document de référence. Ce n'est pas le cahier des charges dont on a parlé tout à l'heure, bien sûr, c'est un autre
dispositif. Et puis par ailleurs, on va poursuivre tous les thèmes que je viens de citer, les 5 thèmes que j'ai cités ici, dans le cadre du Credo, pour faire avancer les choses et continuer à faire des propositions, des recommandations précises. Donc voilà, ça doit être la dernière. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Ah non, il y a une toute petite dernière. Ah, je l'ai pas vu. Ah si, oui. Si, il y a celle-là. Bon, on continue à être présent partout. Vous avez une magnifique carte de France sur laquelle vous voyez comment nous participons, nous organisons ou participons à des événements en région. Donc, ça a commencé à Paris il y a 1 an et demi à peu près. Et puis en vert, vous avez le prochain, c'est-à-dire la Loupe à côté de Chartres. Tout le reste, c'est des choses qui sont déjà du passé. Donc on continue à faire tout ça. Il n'y a pas grand-chose sur certains territoires, mais on compte bien y aller. La Loupe, ce sera le 21 mai, pardon. 21 mai. Le 21 mai au Château des Vaux, en Eure-et-Loire. Xavier Vignon, je prends juste votre remarque, et elle est brève. Ce sera une remarque, si elle est brève, elle risque d'être violente, donc je vais essayer d'étayer un petit peu. J'ai l'impression d'être un gamin à qui on me dit « Ah, attends, tu fais pas bien ton boulot et je vais t'apprendre, moi qui n'ai jamais travaillé dans la fibre, vous en l'occurrence, ce qu'il faut faire pour que tu fasses bien. » Et je veux dire que les bras m'en tombent. Voilà. Alors Xavier Vignon, je suis le président de Soletrel. Soletrel est un groupe qui fait 200 millions de chiffre d'affaires avec 2000 personnes réparties sur toute la France. On travaille pour les opérateurs, pour les collectivités, les RIP évidemment, depuis au moins 10 ans, depuis que les RIP existent. Et nous faisons des réseaux depuis au moins 30 ans, enfin la société a 30 ans, mais c'est pas possible d'en faire depuis plus longtemps. Je ne comprends pas. Voilà. Au-delà de ça, sur un plan juste managérial et économique, quelles recommandations pouvez-vous faire pour avoir des meilleurs coûts et je ne sais trop? Le marché s'impose quand on répond à un appel d'offres, croyez-moi. Les prix baissent à chaque fois qu'il y a des appels d'offres qui se font, bien évidemment. Et évidemment, pour baisser les prix, tout le monde trouve les meilleures solutions pour faire le meilleur prix, pour le meilleur service. Donc, excusez-moi, je ne comprends pas l'intérêt de ces genres de recommandations. Dernier petit point, quand vous parlez technique, je ne comprends pas non plus qu'est-ce qu'il faut former. Rassurez-vous, les entreprises savent former leurs collaborateurs. Voilà. Hier, on était à la création on officialisait la création d'Innovance. J'ai fait la même remarque. C'est-à-dire, ne nous imposez pas de faire des formations. Merci, on est sûrement très cons. Vous êtes certainement plus intelligents que nous, mais on n'a pas besoin de vous pour savoir former nos collaborateurs. Voilà. Et que l'État forme ses collaborateurs dans le numérique, ça je dis oui, et qui commence d'abord par se former lui-même, avant de vouloir nous donner des leçons. Nous n'en avons pas besoin. Merci. Et au-delà de ça, je constate une chose, je crois me souvenir, je ne veux pas dire de bêtises, messieurs de la FIRIP, je suis vice-président de la FIRIP aussi, je ne crois pas que la FIRIP ait été consultée pour le référentiel en soi. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas été, donc je suis surpris de voir ces recommandations s'adresser aux installateurs, constructeurs et créateurs de RIP. Je crois qu'il faut simplifier les choses, donc simplifions. Les RIP vont très bien, se développent très bien, sont parfaitement durables, et c'est démontré. Voilà, il n'y a besoin de rien. Merci Xavier. Une réponse, Michel, je crois que c'est bon. C'était effectivement une question simple à tiroir. J'ai compris que vous pensiez que je ne connaissais pas la fibre optique. Je crois être le plus vieux de la fibre optique dans cette salle. Ne prenez pas à titre personnel, monsieur. Je sais. Oui, sauf que vous avez pris mon discours à titre personnel. C'est ça qui m'interpelle. Attendez, laissez-moi répondre quand même. D'accord ? Si vous voulez, le truc, c'est que quand on regarde l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ces réseaux, à chaque fois, les gens disent « c'est pas moi, moi je suis d'accord, je le fais ». Toujours comme ça. Je ne dis pas non plus que le Credo vise telle ou telle catégorie, mais je vais prendre un exemple. Dans le cadre de marchés de travaux lancés par des collectivités, il y a des gens qui font un travail qui s'appelle des maîtres d'œuvre. D'accord ? Et vous êtes une entreprise qui répond aux cahiers des charges envoyés par ces gens-là. Si les cahiers des charges qui vous sont envoyés sont incomplets, il manque les normes, des choses comme ça, on a un vrai problème. C'est pas vous qui êtes en cause, c'est en amont.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la problématique de la formation des personnels, c'est pas la plus importante, c'est pas celle des raccordeurs ou des gens qui déploient les réseaux. C'est en amont, encore une fois. Okay. Bon, maintenant, j'essaie de les prendre, mais peut-être dans le désordre vos questions. Il y en a une qui était relative aux membres de la FIRIP, ou de la FIRIP qui n'a pas été consultée. Sachez qu'il y a des membres du Credo qui sont aussi membres de la FIRIP et qui ont répondu à cette consultation. Donc, nous, on a lancé cette opération au sein même du Credo parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, on peut élargir la consultation et avoir un peu plus d'éléments pour constituer des propositions à faire à l'ensemble de la profession. Mais vous avez pris l'ensemble de ce que j'ai dit sous forme personnelle en disant « Moi, installateur, je fais bien mon boulot ». Ben, fort heureusement, la majorité des entreprises qui travaillent en France font bien leur boulot. Ben oui. Moi, ce qui me préoccupe, c'est ceux qui interviennent sur les réseaux, et pas uniquement des gens de conception, mais aussi des gens de raccordement, des gens mais qui ne sont pas vos sous-traitants ou que vous ne contrôlez pas en tant que sous-traitants, et ceux-là ne font pas nécessairement bien le boulot. Donc, moi, je voudrais bien vous associer, vous qui, comme nous, connaissez ce travail, pour nettoyer la profession, on va dire. Mais nettoyer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Nettoyer la profession. Est-ce qu'il y a un bandit dans la salle? J'aimerais savoir s'il y a un bandit dans la salle. Parmi les bureaux d'études, je comprends, ou parmi les entreprises installateurs. Levez la main, j'aimerais savoir. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de mauvaises entreprises. Les mauvaises entreprises, je peux vous dire, le marché s'en occupe toute seule. Elles disparaissent. Ici, ouais, je ne sais pas si on est sur le bon raccord, parce qu'en l'occurrence, le point de départ de le travail du Credo, en l'occurrence, c'est d'essayer de faire émerger et rendre explicite un certain nombre de standards de qualité, de se poser la question, ces réseaux que nous déployons, quelle est leur pérennité, quelle est leur durabilité, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à un certain standard de qualité qu'on pourrait porter vers l'export. Oui, mais quand ces normes sont proposées à la mission très haut débit pour qu'elles soient liées à l'obtention de conditions de financement du FSN, oui. Je dis quand même, et qu'il n'y a pas forcément, qu'il peut y avoir rétroactivité sur la mise en œuvre de ces choses-là, je dis, messieurs les élus, vous prenez un risque sur vos financements, petit 1, messieurs les élus, vous prenez un risque en faisant ces choses-là sur simplement dégonfler le système, parce que vous créez un risque juridique, comme d'habitude, sur le plan du très haut débit, et au-delà de ça, les bureaux d'études comme les entreprises, excusez-nous, je suis désolé, mais enfin quand même, on n'a pas besoin de l'État pour savoir ce qu'il faut faire. On l'a montré depuis 20 ans, 30 ans, je veux dire, enfin et je ne parle pas moi, je parle de toutes les entreprises de manière générale. Vous comprenez? Oui, j'aurais juste en réponse à l'interpellation de Xavier Vignon, et dans le prolongement de ce qu'il disait Michel Tribuc, puisque on participe au groupe de travail, enfin au groupe de travail qui a été mis en place par la mission très haut débit. Je rappelle que c'est la mission très haut débit qui a mis en place différents groupes de travail, et là on évoque le groupe de travail sur le génie civil et le déploiement dans le cadre du référentiel. Juste pour dire trois choses, et en complément à la fois de ce que tu dis, Xavier, et puis de ce qui a été évoqué par Étienne, puisque je l'ai exprimé d'ailleurs dans le cadre de différentes réunions, et Michel était présent, en termes de questionnement et d'interpellation. Ce que moi j'ai évoqué, on l'a déjà indiqué, c'est que premièrement, nous considérons qu'il y a une forme de segmentation qui a été faite dans le cadre de ces groupes de travail qui n'est peut-être pas totalement optimale et qui ne tient pas compte de la réalité du marché. C'est-à-dire le fait d'avoir une segmentation où, lorsqu'on évoque la partie génie civil déploiement, on met de côté les assistants de maîtrise d'ouvrage et les maîtres d'œuvre d'exécution me paraît anormal. Le fait que lorsqu'on évoque le sujet sur le génie civil, le déploiement, le fait qu'on n'ait pas pour l'instant intégré ce qui est seulement des déploiements, qui sera plus au point des déploiements, notamment sur les appuis aériens, et à mon avis, est une erreur. Et le fait de confier ça à une association et ne pas le traiter dans le cadre de la mission très haut débit me paraît anormal. Je l'ai indiqué sur le sujet. Oui. Et puis, j'ai indiqué aussi que le risque aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit Étienne, c'est que le référentiel technique, et ça nous a été indiqué, qui sera sorti, sera un document qui aura un caractère prescriptif. Dans le cadre de l'éligibilité,
sur les dossiers du FSN. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 documents qui auront un caractère prescriptif pour la phase 1 et la phase 2, donc un élément de rétroactivité, c'est le cahier des charges plus le référentiel technique. Et le fait de découpler ce travail-là, effectivement, tu as parfaitement raison, est une forme de risque. Il y a un sujet qui est un sujet qu'il faut prendre en compte. Il y a un groupe de travail qui a été fait. On y participe de la manière la plus transparente et en indiquant les sujets. Effectivement, si à un moment donné, il faut, la dernière fois je l'ai dit, mais à force, je réagissais sur un, je terminerai là-dessus, la question qui se posait, c'est comment on va recéter la qualité du tranchage. Hein, je crois que c'était ça sur le sujet. Je dis, mais bientôt, on va demander aussi à s'assurer est-ce que tous les collaborateurs d'entreprise aient bien des chaussures de sécurité. Exactement ce que j'ai dit sur le sujet. Donc là, effectivement, il faudra à un moment donné mettre un point final à certaines choses et éviter à continuer à segmenter les travaux qui, au bout du compte, complexifient les choses. Je reviens à ce que disait Étienne, il ne faudrait pas qu'on soit confronté à un choc de complexification, alors qu'au départ, l'objectif est peut-être louable, faire des réseaux pour 30 ou 40 ans, mais tu as parfaitement raison, on sait aussi les faire depuis 15 minutes. Merci. Côté Credo, une réaction? Dominique Battel, président de Credo, Claude Richard. Oui, moi, on va essayer de faire court. J'aurais juste posé une question. Le marché, je suis d'accord, il trouvera toujours des solutions moins chères. Donc ça, c'est facile. Est-ce que ces solutions sont intéressantes pour la filière et pour le pays? Je vous propose de prolonger ce débat peut-être à un autre moment, parce que vous m'avez fait perdre 20 minutes. Alors, elles sont pas perdues, bien sûr, ça fait partie du débat. Mais voilà, je veux... Toutes les entreprises se posent les mêmes questions quand elles achètent quelque chose. La collectivité locale comme l'État se posent évidemment les mêmes questions, ce qui est juste normal. Mais à saucissonner toutes les choses, on finit par n'avoir plus rien. Avec voilà. une différence de prix de 40 ou 50%, ce sera difficile. Non, mais choisir la solution. Mais bien sûr, mais il revient aux élus de se poser les bonnes questions et de faire leur bon cahier des charges, ce qui est juste normal, et ils le font d'ailleurs parfaitement. Voilà. Entre nous, je dis toujours, quand on propose quelque chose, c'est sur la base de quel problème. Et je n'ai pas entendu parler des problèmes qui justifient la mise en place d'un tel projet. C'est bien de faire des projets, mais si ça sert à rien, je veux dire, autant ne pas les faire. Merci Xavier. Je vous propose d'applaudir nos panélistes. On a pas mal parlé de formation depuis.